Le 14 mars 1941 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film La nuit de décembre, texte intégral. La nuit de décembre est un laissé-pour-compte assez fâcheux du cinéma dit français d'avant la guerre. Personnellement, je serais volontiers partisan de détruire, sans autre forme de procès, ces pellicules qui nous rappellent une époque si détestable. Mais je veux bien me rendre aux raisons que l'on me donne de toutes parts pour expliquer leur apparition. Le public souhaite vivement voir des films parlés dans sa langue et où il retrouve ses comédiens favoris. D'autre part, des capitaux purement français ont été souvent investis dans ces films. Maints créanciers ont le légitime désir de rentrer au moins partiellement dans leur fonds. Pour tous ces motifs, je souhaite que La Nuit de décembre rapporte beaucoup d'argent aux Français qui sont en train de l'exploiter. Mais je suppose qu'ils ne se font pas trop d'illusions sur la qualité de leurs marchandises. Le héros de La Nuit de décembre est un illustre pianiste, Darmon. Il a une aventure, aussi brève que passionnée, avec une de ses admiratrices, qui s'éclipse presque aussitôt, lui laissant au cœur une inguérissable déception. 20 ans plus tard, au cours d'un de ses concerts, le virtuose rencontre une jeune fille qui ressemble trait pour trait à la belle fugitive de jadis. Vous voyez si la situation est originale. Darmon sent renaître sa passion comme au plus beau jour. Comble de bonheur, elle est partagée. Mais le tiers indispensable pour nouer des mélos de cette espèce fait bientôt son apparition. Désastre. C'est le meilleur disciple de Darmon, Jacques, et il est le fiancé d'Anne. Il voulait justement la présenter à son maître. Ce dernier ne tarde pas à lui faire comprendre qu'il faut désormais se choisir un autre professeur. Anne, de son côté, ne dissimule pas à Jacques qu'elle ne tient plus du tout à lui depuis qu'elle a vu le glorieux Darmon. Jacques se précipite chez le maître, l'insulte, veut lui sauter à la figure. Anne se jette entre les deux rivaux. Jacques n'a plus qu'à battre en retraite. Darmon va donc épouser Anne. Mais, quand tous les préparatifs du mariage sont faits, il s'aperçoit qu'Anne est peut-être sa fille. Il se résigne donc à rompre, en prétextant qu'il n'a aimé chez Anne qu'un souvenir. Il laisse cette jeune personne excessivement désemparée. On le serait à moins, en effet. Quant à Darmon, ses peines de cœur ont sur sa vélocité une influence merveilleuse. Jamais il n'a donné de plus brillants concerts. Ce mélo est raconté dans un style cotonneux où alternent continuellement les platitudes et les boursouflures du faux pathétique. C'est en somme une espèce de sous-produit du genre Bernstein. Vous voyez cela d'ici. Il reste toutefois le jeu de quelques acteurs. Monsieur Pierre Blanchard est bon, comme dans la plupart des rôles tourmentés dont il est un des spécialistes attitrés. Monsieur Gilbert Gilles se dépense beaucoup dans le personnage de Jacques, l'infortuné disciple, et arrive à le rendre presque attachant. Mademoiselle Renée Saint-Cyr est à peu près aussi inerte que d'habitude dans son premier rôle, celui de la belle inconnue. Un peu plus vivante dans celui d'Anne. La partition du film est abondante. On y entend de nombreux fragments bien exécutés de Beethoven, de Chopin, de Liszt. Admettons que, par le truchement d'une bien médiocre histoire, le public approche un peu ces musiques admirables, et que ceci compense en partie cela. On revoit aussi sur l'écran une figure devenue très émouvante, celle de Maurice Jaubert, qui dirige l'orchestre. Jaubert fut le collaborateur musical toujours intelligent et habile de nombreux films français. Il écrivit, entre autres, la partition du 14 juillet de René Clair, où il y a une chanson charmante. Officier de génie, il a été tué le 15 juin 1940 dans des circonstances héroïques.